J'aime bien les choses qui se font rapidement. On n'a plus l'occasion de travailler comme les artistes de la Renaissance, quoi. Il n'y a plus personne qui a cette faculté de temps. Enfin, je crois. C'est du passé, on ne revient plus là-dessus. C'est là pour qu'on l'admire maintenant. Quand on voit les chefs-d'œuvre de la Renaissance, pour moi, ça me coupe le sifflet, quoi. C'est tellement extraordinaire qu'il faut faire quelque chose de rapide et immédiat. Travailler dans l'immédiateté. J'étais tellement admirative de la peinture qui m'a précédée que je ne voyais pas l'intérêt d'ajouter quelque chose. Je trouvais qu'il ne fallait rien ajouter. À 5 ans, j'ai été envoyée en Suisse. J'ai été élevée pendant 1 an par une institutrice. Et on allait à l'école de dimanche pour apprendre l'histoire sainte. Et on m'avait appris à lire, écrire. Un livre que ma grand-mère avait, que j'ai encore d'ailleurs. Mon premier livre, oui. Tout a commencé là, les dessins et le texte. C'est basique dans ma vie, extrêmement important. Comme ce serait pour Marcel Wouters, quoi. La base de mes premiers travaux. Dans mon point de vue, qui n'est peut-être pas le bon, il est difficile de lire sans avoir une image. Les cascades. C'est une des choses qui me tient le plus à cœur pour travailler. C'est en même temps littéraire et visuel. Ma première rencontre avec le rose, c'est avec un artiste qui exposait à la Galerie des Beaux-Arts à Bruxelles qui s'appelait De Gotex et qui avait fait une série rose et noir. Et puis alors, il y a eu ma rencontre avec Frans Hals, qui a fait le jeune homme à la plume rose et au crâne. Et alors là, le rose a commencé à se déclencher une boulimie de rose. En fait, mon appartement, c'était la galerie au début. C'est pour ça que j'ai fait les interventions roses, qui sont parties maintenant, mais tout était rempli ici de percales poussées avec un couteau, une lame de couteau, dans les interstices. Chaque défaut dans une construction m'intéressait. Un espace entre les planchers, entre les plinthes, du bas des chambres, etc. Je fourrais du rose en dessous. Au début, c'était toujours très secret. C'était ludique. Ça remplace la toile, si vous voulez. La toile du peintre. Au début, toujours personnel, quoi. Ce n'est que par l'intervention de mes amis que c'est devenu visible. Quand je suis venue dans cet appartement que je loue, j'ai décapé le papier peint qui était là et j'ai découvert ce papier peint qui est dans la petite chambre là. Au lieu de repeindre, nous avons plutôt, parce que c'était avec la famille, on a enlevé le papier peint qui est là, et quand on a découvert ce qu'il y avait en dessous, qui datait des années 30, on a décidé de le garder et de ne pas le repeindre. Ça n'a jamais été repeint. La faille, ça c'est de nouveau un objet tout fait, à savoir qu'il y avait de l'humidité. Ils ont fait un trou dans le papier peint pour voir si c'était pas mouillé en dessous. Alors j'ai gardé cette trace, j'ai trouvé ça intéressant. De nouveau, j'interviens pas, je garde. C'est pour ça que mon slogan, c'est « J'ai vu que tu n'as pas vu ». Parce que d'autres, peut-être, auraient caché ça. J'ai vu que tu n'as pas vu. Mais ça, c'est le désir de transmettre ce que j'aimerais que d'autres lisent et d'autres voient. Je n'avais plus la possibilité de fréquenter ces lieux extérieurs, donc c'est devenu une solution de les faire à partir d'objets usuels, courants, comme une fourchette, une cuillère,
dans mon appartement. Des objets simples, quoi. Ils ont une vie, quoi, importante. Comme un troll, les petits trolls norvégiens, quoi. Ce sont des petits êtres, comme ça, dans la nature. Des petits compagnons, invisibles. Je préfère une dimension extérieure qu'un objet lui-même. Que ça signifie autre chose. Chaque objet a une histoire. C'est comme les œufs de Pâques, quoi. Faut les trouver.